Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous arrivons pour notre série de présentations. Et donc, aujourd'hui, nous avons une journée consacrée exclusivement à 5 présentations. Il n'y aura pas de conférence aujourd'hui, donc on aura 2 sessions. Une première session ce matin où nous recevons Madame Finesse qui va nous parler des enquêtes quantitatives et de la corrélation à la causalité. À 10 heures, nous aurons Monsieur Marshall et tout un consortium de carto-débat et d'élus de la ville qui travaillent en fait sur des données de la ville, comment on produit des données pour une démarche de participation citoyenne. Et ensuite, cet après-midi, il y aura une pause et cet après-midi, on aura 3 présentations. Une première qui sera consacrée au web scrapping. Donc, web scrapping, c'est comment on arrive à prendre des données sur Internet. Ensuite, à 14 h, on aura une présentation sur une enquête où on va analyser l'impact du temps, domicile-travail dans le choix professionnel et familiaux. Et on finira enfin par les questions liées à l'immigration, qui sera présentée par M. Konaté à 15h40. Et donc, je vais laisser Madame Finesse se présenter. Ce que je peux dire, c'est qu'elle est spécialiste des questions de psychologie. Donc, elle vient du laboratoire Psydrepi. Et donc, ce matin, elle aura 1 heure de présentation. Donc, premièrement, 40 minutes où elle va nous parler des enquêtes quantitatives et de la corrélation à la causalité. Et à la suite, nous aurons 20 minutes, une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes sur les questions avant de passer à la seconde présentation. Donc, sur ce, je retiens à remercier Madame Finesse pour sa démarche et pour avoir accepté de participer à ce format en ligne d'ATSHS 2020. Et au nom de la plateforme et au nom de la MSH, je la remercie pour sa disponibilité. N'hésitez pas à poser des questions via le même canal qu'hier. Les questions sont collectées et transmises à la présentatrice. Dites-vous que vous avez 28 secondes à peu près de décalage. Et dès que c'est bon, elle répondra aux questions au fur et à mesure. Donc, Madame Finesse, vous avez la parole pour présenter justement votre sujet. Merci encore et bonne présentation. Merci. Donc bonjour, donc je vais vous présenter un exemple de recherche que nous menons au centre au laboratoire Psydrepi. Donc la présentation s'intitule « Les enquêtes quantitatives de la corrélation à la causalité, méthodologie utilisée pour investiguer le besoin d'acceptation sociale et l'état de pleine conscience ». Donc, c'est une recherche que nous avons faite avec plusieurs partenaires du laboratoire, donc des enseignants-chercheurs, donc Raphaël Laurin et Anne Masselin-Dubois, et des doctorants, Anthony Klein et Anaïs Genion. Excusez-moi, j'essaie de faire bouger les diapos, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, au niveau de l'organisation de la présentation, le format est très particulier pour moi, puisqu'en fait, là, j'ai essayé de me centrer vraiment sur les données, puisque c'est le thème de la semaine. Donc, le cœur de la présentation ne sera pas tant les résultats ni les hypothèses, mais ça sera vraiment la façon dont nous procédons en psychologie sociale. L'idée est de partager un petit peu les outils que nous avons à disposition, qui peuvent aider certaines personnes. Ah, il n'était pas déjà. Je pensais que c'était automatique. C'est ça que ça ne marchait pas. Ça va, je suis pas là. Ah, voilà, c'est pas ça. Ok, merci. Voilà, donc le fil conducteur va vraiment être la donnée et en parallèle, donc on va voir un petit peu donc, les choses qu'on sait faire en psychologie sociale et après les points 4 et 5, c'est plutôt les choses qu'on a du mal à faire, qui sont vraiment difficiles hein, pour nous, pour en tout cas moi-même, les psychologues sociaux, et donc ça sera l'occasion de partager avec vous peut-être une aide, des collaborations pour nous aider sur les points 4 et 5. Voilà, donc on va parler du type de données qu'on recueille, les supports à la collecte de données, on va les présenter ces supports très variés, nos méthodologies de données qui sont vraiment très très variées.
L'encodage et l'analyse de données qui, je pense, est par contre très typique de ce que beaucoup de personnes font, quelle que soit la discipline scientifique. Et après, la question qui est un peu le point noir, hein, pour moi en tout cas, c'est le stockage, l'archivage des données, l'archivage des analyses et l'archivage des résultats, et aussi la question du partage des données. Voilà. Donc, le fil conducteur au niveau des thématiques de la psychologie sociale va être la pleine conscience et le besoin d'acceptation sociale. Donc, c'est sur la base de recherches en cours sur ce thème. Donc, c'est vraiment une thématique, hein, assez nouvelle qu'on explore. Donc, voilà, donc c'est un petit peu, c'est en cours, tout n'est pas encore, tout n'est pas publié, absolument pas, tout n'est pas fini. Voilà. Alors, les types de données, donc d'une manière générale, là, je vais présenter des travaux qui, à chaque fois, sont menés sur plus d'une centaine de participants. Des fois, ça va jusqu'à 200, 300, voire plus. Et à chaque fois, sur chaque participant, nous collectons au minimum 30 données, mais ça peut aller jusqu'à 200, 300. Si jamais on fait des études longitudinales et on prend des mesures répétées, on arrive vite à des fichiers vraiment très, 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 très lourds. Donc, on est sur vraiment des données quantitatives qui sont à la fois auto-reportées et très essentiellement auto-reportées. Donc, je vais présenter ces échelles. Donc, ce qu'on appelle auto-reporté, c'est que le participant indique lui-même sa perception, sa sensation, etc. Par exemple, il reporte son émotion ou son état de stress. Et d'un autre côté, des mesures directes, qu'on pourrait appeler des fois comportementales, ou on a des mesures de perception, c'est-à-dire qu'on va observer le comportement de la personne, on va l'amener on va regarder le comportement qu'il adopte. Voilà. On a aussi la question de l'anonymat, qui est sans doute assez particulier à la psychologie, que je vais aborder dans cette grand 1. Donc, les mesures auto-reportées, on utilise beaucoup en psychologie sociale des questionnaires qu'on appelle standardisés. En fait, ce sont des échelles qui sont développées et publiées par des auteurs qui mettent en place des étapes de validation qui sont assez lourdes pour pouvoir certifier des qualités psychométriques de l'échelle. Donc, l'intérêt de ces échelles, c'est qu'elles permettent de mesurer un concept, et comme elles sont utilisées par de nombreux chercheurs, ça nous permet d'avoir une communication entre nous, c'est-à-dire que le même concept, on a la référence de l'échelle et on sait que qui que ce soit sur la planète aura mesuré le concept de la même façon avec le même outil. En France, en France, on a la limite de devoir valider les outils en français, car une grande partie des études sont anglo-saxonnes, hein, en psychologie sociale. Donc, il faut valider aussi sur une population francophone. Dans certains cas, on va construire des outils qui ne vont pas forcément être validés, mais on a juste besoin de prendre une mesure ou deux sur un concept très pointu. Il nous est tout à fait permis dans psychologie sociale de construire une échelle, mais juste pour mesurer un concept qui n'a pas spécifique à notre étude. On a aussi la particularité qui, je pense, est une grande richesse de faire la différence entre deux types de mesures. On mesure d'un côté les mesures situationnelles, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'état de la personne à un instant T, comment elle se situe, par exemple, juste avant un entretien d'embauche, juste avant une compétition, juste après un examen, avant un examen médical, etc. Et des mesures plus dispositionnelles, c'est-à-dire qu'on va mesurer chez des personnes une tendance personnelle, leur tendance à être de cette façon. Par derrière cette idée, on envisage que cette tendance ne changera pas beaucoup dans le temps. Si on interroge la personne le matin, le soir, le lendemain, une semaine après, on devrait avoir la même mesure. Donc, ces outils sont mis en place pour donner des scores identiques, quel que soit le moment où on propose l'échelle à la personne. Donc, je vais vous donner un exemple d'une échelle de pleine conscience, par exemple. Donc, là, qu'est-ce qu'on appelle la pleine conscience? Donc, je vais vous donner la définition qui a été proposée par le premier auteur qui a proposé une approche scientifique de la pleine conscience. Donc, en fait, c'est le fait de porter attention au moment présent de manière intentionnelle en cultivant une attitude d'ouverture et de non-jugement. Voilà, donc on peut mesurer la tendance à la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on peut mesurer d'une manière générale les personnes qui sont plus ou moins en état de pleine conscience, c'est-à-dire qu'on a dans la population des gens qui ont des scores de pleine conscience plus ou moins élevés. Bien sûr, ça peut changer s'ils s'entraînent régulièrement, mais ce score n'est pas censé changer de façon d'un instant à l'autre. Donc, par exemple, ça se compose des questions telles que il m'arrive parfois en conduisant de me retrouver à un endroit
sans même me rappeler du chemin que j'ai utilisé pour arriver à cet endroit. Il m'arrive parfois de manger quelque chose dans mon assiette sans m'être rendu compte que j'avais mangé ce qui était dans mon assiette. Donc là, c'est quelqu'un qui répond plutôt oui à ces questions et quelqu'un qui va avoir une tendance à la pleine conscience relativement faible. Quelqu'un qui répondra non aura plutôt une forte tendance à la pleine conscience. Voilà. Donc là, je vais surtout vous montrer un exemple de mesure état de pleine conscience. Voilà. Donc, une mesure état de pleine conscience, c'est une échelle, qui est une mesure qui est faite pour saisir l'état de pleine conscience d'une personne à un moment donné. Donc, l'intérêt, par exemple, c'est de voir comment se situe une personne dans son niveau de pleine conscience après une intervention sur la pleine conscience, ou dans un contexte particulier, un contexte sportif, un contexte stressant au travail, enfin voilà, tout type de contexte. Voilà, donc là, on a par exemple le cas de cet outil, c'est un outil anglophone, donc la SMS, et on a dû faire une validation francophone. Donc en fait, on utilise le principe de double traduction en psychologie sociale, c'est-à-dire qu'on traduit de l'anglais au français, et ensuite on donne la phrase en français à un anglophone, et on lui demande de reformuler l'item en anglais à nouveau. Et si on arrive, si la proposition anglophone initiale et finale sont identiques, on considère que la traduction française est satisfaisante. Ensuite, on va tester les qualités psychométriques sur notre population francophone. Voilà, donc cette échelle est composée de questions qui interrogent la personne sur l'état de pleine conscience qu'elle a à cet instant, ou bien qu'elle avait quelques secondes avant ou quelques minutes avant. Donc, par exemple, là, dans le cas présent, on interroge la personne sur la façon dont elle se sentait pendant qu'elle effectuait la tâche juste avant. Donc, j'étais consciente de ce qui se passait en moi, par exemple. J'ai noté des émotions aller et venir. Voilà, la personne répond sur une échelle allant de 0, jamais ou très rarement, à 4, très souvent, vrai. Donc, plus la personne a un score élevé, plus est dans un état de pleine conscience. Donc, on va faire un calcul avec les items de l'échelle. En l'occurrence, l'échelle ici est composée de 23 items, donc 23 questions, et on va pouvoir attribuer aux participants 2 scores. Dans ce cas ici, dans le cas de cette échelle, parce qu'elle permet de mesurer d'une manière générale la tendance à la pleine conscience. C'est-à-dire, je me sens ici dans l'instant présent, j'ai conscience de mes émotions, de mes pensées, de mon corps, et émotion, pensée, corps, voilà. Et donc, cette échelle a la particularité de mesurer aussi une dimension spécifique pour mesurer l'état de pleine conscience lié aux sensations corporelles. Par exemple, l'item qui est traduit en anglais et en français, j'ai noté des sensations physiques, venir et partir. Quand on utilise donc ce type de données, on va les coder. Donc nous, notre technique, je pense, est assez typique, mais je la présente quand même. On va utiliser Excel, hein, c'est l'outil qu'on utilise le plus. Donc par exemple, dans le cas courant, si on a 23 items à la SMS, eh ben, on va créer 23 colonnes et on va reporter le score de 0 à 4 de chaque participant sur sa ligne. Donc on numérote les participants, comme vous voyez, de haut à bas, en bas. Donc là, par exemple, on avait dans ce fichier, on avait 235 participants adultes qui ont complété l'échelle. Et on va ensuite calculer les scores. Donc on a les scores qui sont calculés, on le calcule par Excel ou par des logiciels séparément. Et ainsi, on a des fichiers qui sont quand même assez importants, enfin en tout cas par rapport à des personnes qui ne sont pas statisticiennes. On se retrouve vite avec des fichiers avec plus d'une soixantaine de colonnes avec des données brutes. Donc, par exemple, dans une étude, si on propose 2 échelles de pleine conscience et qu'on mesure un 3e concept, on arrive tout de suite à plus de 60 données, plus l'âge, le sexe des participants, les conditions dans lesquelles on les a interrogés, la date, le nom de l'expérimentateur, etc. On arrive vraiment déjà à des données brutes assez nombreuses. À cela s'ajoutent ensuite tous les scores composites, les scores qu'on va calculer pour ces échelles, la dimension, les 2 sous-dimensions par exemple de cette échelle, plus la dimension globale qui prend en compte tous les items, et donc on arrive vite à au moins une dizaine de scores composites en plus.
À noter que la particularité donc, de la psychologie sociale, c'est qu'en fait, on ne peut pas calculer, des auteurs qui utilisent des échelles, pas qu'en psychologie sociale. Ma collègue Anne Masselin-Dubois, qui est présente ici, pourra confirmer qu'en psychologie clinique, c'est pareil. On doit valider les qualités psychométriques de l'outil. Donc, on pourrait imaginer qu'on se contente de calculer le score de chaque participant sur le papier, si on fait passer l'échelle en papier-crayon, et après de rentrer simplement les scores des participants, on n'aurait que 3 colonnes. Mais en fait, on ne peut pas faire ça parce qu'on a besoin justement de pouvoir vérifier la qualité de nos données. Donc, pour les vérifier, il faut qu'on rentre les réponses de chaque participant sur chacun des items. Donc, dans l'occurrence, ici, 23 items. À partir de là, on peut faire différents types d'analyses. Donc, on peut par exemple calculer la FAT comeback qui nous permet de tester la consistance interne des données pour voir si les personnes, d'une manière générale, les personnes ont répondu de façon cohérente. C'est-à-dire si d'une manière générale, notre échantillon a tendance à répondre de façon totalement différente à des questions qui mesurent des choses similaires. Par exemple, dans un cas, elles disent qu'elles sont totalement en état de pleine conscience. Et sur une question similaire, elles disent qu'elles n'y sont pas du tout. On va avoir un faible alpha de comeback. Et là, ça indiquera qu'il y a eu un souci dans nos données. Alors, le souci peut être varié. Ça peut être la personne qui a répondu au hasard au questionnaire, qui n'a pas compris les questions, ou ça peut être l'échelle qui n'est pas satisfaisante, dont les questions ne permettent pas de mesurer de façon consistante une même variable psychologique. Donc, on mesure, nous, l'alpha de Cronbach. Le seuil, en général, qu'on indique, c'est de points, je ne l'ai pas écrit, c'est de 0,70. Donc là, en l'occurrence, sur nos participants, on avait des alphas qui étaient supérieurs à 0,80, ce qui est très satisfaisant. Voilà. Donc, à partir de là, on a déjà une base. Après, on peut aller vers d'autres analyses. On peut faire des analyses factorielles, par exemple, exploratoires. C'est-à-dire qu'on va vérifier si au sein de notre population, les 3 dimensions, par là, on a 2 dimensions, les 2 dimensions attendues, sont retrouvées. Si on retrouve les 2 dimensions qui sont théoriquement associées à cette échelle, ça permet de vérifier si sur notre population francophone, cette distinction entre 10 dimensions a du sens. Voilà. Après, on peut aussi faire une analyse factorielle confirmatoire. Donc, la conclusion sera la question derrière sera la même si c'est posé différemment, c'est-à-dire qu'on propose au logiciel l'idée qu'on a 2 dimensions dans notre échelle, on veut vérifier sur nos données, on arrive effectivement à ces 2 dimensions et s'il n'y a pas un modèle plus approprié que ces 2 dimensions. Donc, en fonction de ça, on peut être amené à adapter nos questionnaires même a posteriori. On enlève un item, on se rend compte qu'en fait, sur notre population, il y a un item qui est en décalage avec tous les autres. Les personnes l'ont peut-être mal compris, peut-être la formulation n'était pas claire ou peut-être la traduction n'était pas satisfaisante. On peut l'enlever et refaire une analyse pour vérifier si en enlevant cet item, les qualités sont bien meilleures. Voilà. Donc, ça montre un petit peu, voilà, c'est un exemple de la façon dont on procède avec nos données et pourquoi on code tout. On a l'habitude de tout coder et pourquoi on a beaucoup de scores composites aussi. Parce que, par exemple, si je me rendais, ce qui n'est pas le cas, je me rendais compte que l'item 3, par exemple, posait problème, et bien, après avoir fait, je vais devoir faire un calcul de moyenne sans l'item 3. Donc, il va falloir aussi que je prenne des notes sur la façon de notifier cette colonne. Moyenne de pleine conscience, score sans l'item 3. Moyenne de pleine conscience générale sans l'item 3. Par contre, sur la dimension, une autre dimension, l'item 3 n'en faisait pas partie. Donc, en fait, je vais garder le score identique. Voilà, donc c'est sur ça que je reviendrai tout à l'heure. C'est une difficulté, enfin en tout cas pour moi, de garder vraiment trace de ces calculs de score, de toutes ces informations qu'on a dans nos fichiers pour pouvoir y revenir longtemps après ou les partager avec des collègues. Alors, maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Donc là, on ne va pas être sur des mesures auto-reportées, on est sur des mesures que j'appellerais non auto-reportées. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'intéresser aux réponses psychologiques des participants, mais de façon plus directe. Alors, ça a un intérêt parce que c'est vrai que la psychologie, on est parfois limité puisqu'on interroge la personne sur ce qu'elle perçoit. Mais ce qu'elle perçoit, enfin, ce qu'elle perçoit, mais est-ce que la personne est capable d'indiquer son état de pleine conscience? Est-ce que la personne ne va pas avoir un biais de désirabilité sociale, qu'elle ne va pas modifier sa réponse pour faire plaisir à l'expérimentateur, pour donner une bonne image d'elle-même? Voilà. Donc, on va dans cette direction. Donc, les recherches les plus récentes
intéressantes, hein, vont vraiment dans cette idée d'aller au-delà des mesures auto-reportées, c'est-à-dire ne pas se contenter de questionnaires et ajouter aussi d'autres types de mesures. D'ailleurs, on a eu un congrès qui a été organisé avec la MSH il y a 3 ans, un peu, sur aller au-delà des mesures non auto-reportées. Donc là, on a essayé, donc c'était une recherche participative qu'on a mis en place dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs, et on a essayé de tenter. Alors je vous dis, c'est vraiment tenté parce que pour le coup, on n'a pas réussi à le faire, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche d'essayer d'avoir d'autres mesures que les questionnaires. Donc, en l'occurrence, on a proposé aux participants de faire de la méditation de pleine conscience, donc avec des bandes son. Il y avait un groupe qui avait une bande son de méditation, un groupe contrôle qui avait qui écoutait une bande son qui n'était pas de la méditation, qui était une bande son neutre, qui a invité les personnes à faire autre chose que la pleine conscience. Donc, dans la bande son pleine conscience, en fait, on amène la personne à se concentrer sur ses sensations, sa respiration. Voilà, donc il y a une voix ils avaient des écouteurs, des participants de façon individuelle, chacun à une table dans un espace confortable, et ils écoutaient une bande de méditation de pleine conscience qui les amenait à ressentir leurs sensations, à se concentrer sur leurs sensations dans le non-jugement, c'est-à-dire juste les écouter sans se dire « Ah oui, c'est désagréable, je n'y arrive pas, etc. » Pas de jugement, voilà. Donc on leur a fait faire cet exercice de pleine conscience ou un exercice contrôle dans lequel en fait ils étaient amenés à dire laissez vos pensées aller où elles vont, voilà, on laissait les personnes divaguer dans leurs pensées un peu comme on pourrait le faire dans le train ou dans une situation où en fait on suit ses pensées pour aller vers une autre pensée et puis voilà, on laisse l'esprit. Donc le discours a amené le participant à se laisser guidé par ses propres pensées. Donc, dans cette recherche, on avait une centaine de participants. Alors, les données ne sont pas encore totalement analysées parce que, voilà, comme je vais vous montrer après, c'est un petit peu l'étape suivante de traitement d'analyse des données qui est toujours un petit peu compliquée, notamment parce qu'on a eu des participants c'était la nuit des chercheurs, donc il y avait des tout venants, donc il y avait des personnes qui avaient mal entendu les consignes, des personnes qui sont venues participer à l'étude alcoolisée, etc. Donc, on a pris des notes sur nos cahiers expérimentaux, on a noté, puis après la question c'est de savoir qui on exclut, qui on garde sur la base de notre cahier expérimental, et à ce niveau on peut être amené des fois à changer d'avis, à pas être d'accord, on en parle avec un collègue, il dit ben non finalement je pense qu'il vaut mieux garder tout le monde en enlevant juste les personnes, ou bien une autre personne qui va non je pense qu'il faut être drastique, il vaut mieux enlever, quitte à enlever 40 personnes, on va garder que les personnes qui ont le temps, chez lesquelles il n'y a eu aucun problème, pas de téléphone portable qui a sonné, etc. Donc on est amené à se poser beaucoup de questions, ce qui fait que des fois en fait on a amené à travailler sur notre fichier pour finalement dire on va faire un filtre, on va finalement garder que 40 ou 100. Donc on se pose beaucoup de questions en amont avant d'aller faire les analyses finales. Et des fois, ça nous bloque un petit peu quand on n'arrive pas à se décider, à se mettre d'accord entre chercheurs ou avec les reviewers. Voilà. Donc, dans cette étude, on a demandé aux participants, on leur a fait une tâche, comment on appelle ça? Une tâche de façade. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire des actions qui, en fait, ne visaient pas, étaient juste un support pour nous permettre après d'avoir un indice qu'on espérait être un indice de pleine conscience. Voilà. Donc, c'était une tentative qu'on a mis en place en lien avec l'université de Stanford en Californie, donc un chercheur, Jeff Cohen, qui m'avait suggéré d'aller vers des mesures de pleine conscience liées le non auto-reporté, avec voilà, quelque chose de vraiment physiquement vécu. Donc, on a demandé, par exemple, à des participants, aux participants, on leur a donné deux balles qu'on avait fabriquées avec du sable à l'intérieur et une matière de revêtement tissu. Et on leur... pardon, il y avait une balle. Et d'un autre côté, ils avaient une petite bouteille de jus de citron. Mais en fait, leurs mains étaient dans une boîte comme ça. Donc, une boîte avec des trous. Et ils devaient sous-peser et dire s'ils avaient le même poids ou pas. Voilà. Donc, ils avaient le même poids, et sauf qu'ils avaient des matières et des consistances très différentes, et ça pouvait un peu biaiser. Donc, on leur demandait juste ça. Et ensuite, voilà, donc on continuait l'étude, et à la fin, on leur demandait quelle était la matière de la balle. Voilà, donc l'idée derrière, alors c'était une hypothèse un petit peu aventureuse, mais c'était pour aller vers des mesures autres que auto-reportées. On leur demandait quelle était la matière de la base. Donc on leur donnait un petit échantillon, là, comme on peut le voir sur la photo, on leur donnait des échantillons de tissu. Donc il y avait le tissu qui avait servi à construire la balle, il y avait d'autres tissus proches ou loin, de plus en plus éloignés en termes de matière. Voilà, et on leur demandait leur certitude. Donc notre idée était de voir si, quand on est en état de pleine conscience, si le groupe qui est dans un état de pleine conscience, qui a participé à la pleine conscience, va plus
va avoir senti plus facilement la matière de la balle, sachant qu'on ne lui avait pas demandé de la sentir. Voilà. Et donc, je vais vous montrer. Donc, je vous montrerai après les résultats. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là, excusez-moi. Je présenterai après les résultats. En tout cas, je peux vous dire qu'en fait, malheureusement, sur cette étape, ça n'a pas marché. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien entre le fait d'avoir fait de la méditation de pleine conscience et le fait de reconnaître la matière de la balle. Cela dit, on n'a pas encore, on a fait juste une analyse, comment on appelle ça, vraiment préliminaire, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les données qu'on allait conserver ou pas, et donc on n'a pas, c'est vraiment une analyse, voilà, mais on voit clairement malgré tout qu'il n'y a pas d'effet. On a également observé qu'il n'y avait pas d'effet entre notre mesure d'état de pleine conscience, on avait mesuré l'état de pleine conscience avec des questionnaires, et la tendance à reconnaître la matière de la balle. Donc, ce qui signifie que notre méthode pour avoir des mesures, collecter des données non auto-reportées ne semble pas avoir fonctionné. Enfin, en tout cas, elle ne semble pas refléter ce qui est mesuré par les échelles de pleine conscience qu'on avait proposées. On en avait proposé plusieurs. Mais on les avait raccourcies aussi pour pas que les études soient trop longues pour nos participants. Par contre, on a observé, donc ce qui montrait que notre étude avait quand même quelque chose de valide, c'est que les personnes qui avaient été dans la condition d'état de pleine conscience avaient des scores de pleine conscience plus importants sur l'échelle, sachant que les participants étaient naïfs, c'est-à-dire qu'on leur disait pas, on leur faisait écouter une bande-son, mais on leur disait pas que c'était de la pleine conscience. Au groupe contrôle, on ne le disait pas, on leur demandait juste d'écouter une bande-son et ensuite on leur faisait plus tard compléter une échelle en leur demandant leur état, à quel point ils étaient conscients de leurs sensations, etc. Donc, a priori, ils n'avaient pas de raison de comprendre déjà que c'était une échelle de pleine conscience parce que les participants, au moment du débriefing, on a bien vu qu'ils ne connaissaient pas suffisamment le concept de pleine conscience pour reconnaître le fait que ces questions, c'était des questions qui mesuraient la pleine conscience. Alors, un autre exemple de mesure non auto-reportée, ça peut être un comportement, par exemple. On s'est intéressé dans un autre contexte totalement différent. Donc, cette fois, on a demandé aux participants de venir au laboratoire. Et donc là, c'était des étudiants. Donc, on l'a fait plusieurs fois. Celle-là, il devait être 70 participants, 67. Voilà. Et donc, dans cette étude, on a voulu étudier un choix. Donc, c'était le choix de choisir un environnement sonore défavorable pour passer un test d'intelligence. Donc, on proposait aux participants de passer un test d'intelligence. Bon, on appelait ça un test d'intelligence, mais ce n'était pas un test d'intelligence. Le but, c'était de créer une situation menaçante qui est similaire à une situation que peut vivre un étudiant quand il passe un examen scolaire, universitaire, le permis de conduire, une compétition sportive, etc. Donc, on crée une situation menaçante, donc en leur disant ils vont passer un test d'intelligence qui va permettre de prédire leur réussite dans ce domaine et qu'on va leur donner les résultats. Voilà. Après, bien sûr, les participants sont débriefés juste après avoir terminé l'étude sur place. Donc, on leur explique, donc, on leur montre un extrait du test, ils se rendent compte que le test est difficile. En l'occurrence, c'était des figures géométriques qu'il fallait tourner, il fallait trouver l'intrus. Et en fait, pour trouver l'intrus, il faut faire une rotation de la figure sur elle-même. Et on avait utilisé un logiciel qu'on appelle Qualtrics, que je présenterai après, qui permettait de faire défiler les figures à une vitesse rapide. Donc, pendant la présentation de l'outil, les participants voyaient clairement que l'exercice était difficile. On s'arrangeait pour que les figures avancent trop vite, pour que le participant n'ait pas le temps de réussir à le faire facilement, qu'il trouve ça difficile. Et donc, on leur disait, bon voilà, donc ça c'est le test que vous allez passer, et juste, nous, on s'intéresse à l'effet de l'environnement sonore sur les performances au test d'intelligence. Voilà. Et donc, on va vous demander de choisir un environnement sonore, donc c'était une musique plus ou moins gênante pour passer le test. On leur explique qu'en fait, ça nous est égal, ils peuvent choisir la musique qu'ils veulent. Nous, on a besoin de participants dans toutes les conditions. Et donc, ils choisissent la musique qu'ils veulent et on regardera ensuite le lien sur toute notre population entre la musique choisie et les performances au test d'intelligence. Voilà, donc ça, c'est une méthodologie qui est validée, qui a été mise en place aux États-Unis sur la musique ou sur d'autres supports. Donc ça, c'est notre mesure comportementale. Et donc, on va regarder la musique que le participant choisit, c'est-à-dire qu'il doit lui-même prendre la clé USB ou le CD, il doit, selon les cas des recherches, ou cocher la case pour que l'expérimentateur lui apporte la cassette, la bande-son qu'il a choisie. Voilà.
Donc, voilà, ici, on appelle ça des stratégies d'auto-handicap. J'en reparlerai après. Donc là, c'est un autre exemple de mesures non auto-reportées. Ce sont les stratégies d'auto-handicap comportementales. Se mettre des obstacles à sa réussite pour protéger son image de toi. En fait, ce qui a été montré, c'est que les participants qui sont incertains de réussir vont choisir des conditions de pratique défavorables. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'ils ratent le test d'intelligence, on pourra penser que c'est parce qu'il y avait une musique gênante qui les empêchait de faire. Donc, leur image de compétence, leur niveau d'intelligence qu'ils vont donner aux autres va être protégé. Leur auto-perception d'intelligence peut aussi être protégée. J'ai choisi une musique gênante, j'ai raté le test d'intelligence. Au fond de moi, je ne saurais pas si c'est à cause de la musique ou si c'est à cause du test. Donc, je protège. Donc, ce sont des stratégies qui ont un effet protecteur à court terme. Par contre, à long terme, un étudiant, un sportif qui fait de l'auto-handicap régulièrement risque de, il va pas se mettre dans un bon contexte. Les sportifs vont pas assez s'entraîner. Ils vont se trouver des excuses en se couchant tard avant un examen, avant une compétition, etc. Et donc, ça protège l'image de soi, mais à long terme, c'est plutôt négatif. Voilà. Donc là, c'était la mesure qu'on a voulu prendre. Mais dans d'autres cas, on mesure l'auto-handicap avec des échelles. Au niveau des données, on a aussi l'importance de la protection des données en psychologie parce qu'on collecte des données sur des participants et on est aussi amené souvent à devoir quand même garder une trace de pouvoir assembler des données. Par exemple, si on fait passer une première échelle dans un contexte totalement sans lien. Par exemple, dans l'étude que je vous ai présentée juste avant sur l'auto-handicap, on va mesurer le niveau d'estime de soi des participants. Donc, on leur mesure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour pas qu'ils fassent le lien avec l'étude dans un autre contexte. Par exemple, on leur présente une autre étude ou dans un autre cours, un autre expérimentateur ou un enseignant. Et ensuite, on va les inviter au laboratoire dans un autre contexte et on va leur proposer par exemple des situations où ils peuvent mettre en place de l'auto-handicap. Et notre objectif est par exemple de voir si des personnes à basse estime de soi vont faire plus d'auto-handicap en contexte. Voilà. Donc on a toutes sortes de mesures qu'on mesure en amont. Et ce qu'il nous faut, c'est pouvoir mettre les données ensemble, mais préserver l'anonymat des personnes. Préserver parce que déjà, nous, on n'a pas besoin d'avoir l'identité des participants, parce que tout ce qu'on veut, c'est les mettre ensemble. Les préserver aussi parce que ça nous sécurise au niveau du stockage de nos données. Si jamais on a un souci de fuite d'informations, enfin voilà, on n'est jamais à l'abri. Si on n'a aucune information sur les participants, voilà, c'est beaucoup plus sûr. Avoir des prénoms, des noms, ça serait vraiment embêtant. Donc voilà, donc la méthode qu'on utilise, enfin nous en tout cas, on a essayé de créer des codes d'anonymat auto-créés, c'est-à-dire que on pourrait donner un code aux participants, mais le souci, c'est que si on lui donne un code, il faut qu'il s'en rappelle 3 mois après, et il faudrait qu'aussi nous, on stocke les codes avec les noms. Alors, on le fait, c'est aussi possible quand on va dans les écoles, les choses comme ça. On va plutôt fonctionner comme ça, avec des listes d'anonymat auxquelles on associe un code personnel à l'élève. Mais là, ce qu'on a choisi, par exemple, c'est leur demander un code à 3 chiffres, des chiffres pouvant aller jusqu'à 2 dizaines. Donc, on demande le mois de naissance, par exemple, ici, le mois de naissance de votre mère, les premières lettres du prénom de votre mère, votre mois de naissance à vous et votre jour de naissance. Voilà, c'est juste un exemple. On peut aussi faire avec le dernier chiffre du numéro de téléphone. Ainsi, l'étudiant ne s'en sent pas observé. Il sait bien qu'on ne peut pas reconnaître qui il est avec ces informations, enfin le participant, et il peut retrouver facilement les informations à un autre moment quand on le recontacte, même si on recontacte 1 an ou 2 ans après. Donc, au niveau des supports qu'on utilise, donc on va aller, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a illustré, donc on va sur le terrain des fois, par exemple des terrains sportifs, ou bien la Nuit européenne des chercheurs, c'est une mise en situation, comme je vous l'ai présenté, au laboratoire. On utilise les papiers, pas beaucoup papier crayon, c'est-à-dire que les questionnaires, on les fait passer sur papier crayon, c'est quand même pratique quand on a, dans certains cas, et maintenant on va quand même plus sur des plateformes en ligne de collecte de données. Voilà, donc ça permet par exemple Qualtrics, au département de psychologie de Dijon, on est abonné à la plateforme Qualtrics, on a une licence qui est assez onéreuse, mais il y a des licences gratuites pour les personnes qui utilisent peu. Donc, ils vont nous permettre les participants vont répondre aux questions, et en fait, ça va être encodé directement sur Excel. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'expérimentateurs pour coder les données. Donc, ça limite les erreurs de codage, parce qu'au moment de l'encodage, les stagiaires, enfin les ingénieurs d'études, les personnes qui travaillent, enfin nous, qui travaillons sur le codage des données, on peut faire des erreurs. Donc, ça limite les erreurs et ça gagne beaucoup de temps.
En plus, il y a beaucoup de participants qui aiment bien finalement remplir les échelles en ligne. L'avantage aussi des outils comme celui-là, c'est que ça permet d'intégrer des vidéos, etc. Donc, par exemple, ici, quand on travaille sur le besoin d'acceptation sociale et la question de sensibilité au rejet social, donc là, c'est un outil qui s'appelle le Cyberball. Donc, c'est un petit logiciel qui consiste à mettre un participant dans une situation de rejet. C'est pas très sympa, mais on débriefe les participants après. Et l'objectif, c'est de voir les conséquences du rejet social, de l'ostracisme, pour étudier les conséquences que ça a et aussi envisager des interventions pour rendre les personnes plus résistantes au rejet et aussi pour apprendre aux autres personnes les conséquences négatives qu'a le rejet pour faire attention à leur comportement vis-à-vis d'autrui. Donc là, par exemple, les participants jouent à un jeu de balle en ligne avec des supposés partenaires, donc c'est des complices, enfin on leur dit que ce sont d'autres étudiants qui sont dans d'autres salles qui jouent avec eux, dans le cas où c'est un étudiant. Et en fait, le participant, quand il est dans la condition contrôle, il va recevoir la balle régulièrement et il la renvoie. Et quand il est dans la condition expérimentale de rejet, il va recevoir la balle 2 fois et après il ne la recevra plus pendant 3 minutes. Donc ça crée un sentiment d'exclusion du jeu qui permet d'étudier après les réponses psychologiques associées et de comprendre les mécanismes. Voilà. Et donc par exemple, dans beaucoup de cas maintenant, on va utiliser même les outils de collecte de données en ligne, même si on est en présentiel. C'est-à-dire que les participants, ils viennent au laboratoire et on leur fait quand même passer l'étude sur ordinateur, ce qui est vraiment finalement plus pratique. On est amené à faire ça souvent. Ça économise du temps et ça permet également pour la diffusion des instructions, plutôt que l'expérimentateur qui va devoir répéter la même phrase de façon continue aux participants un à un, et quand on a 100 participants qu'on doit recevoir un à un après l'autre, relire les mêmes instructions de la même façon, former tous les expérimentateurs, ça peut parfois être utile de diffuser une partie des instructions en tout cas par logiciel pour avoir des choses standardisées, identiques. Alors, au niveau des méthodes de recherche, on a donc des méthodes qu'on appelle corrélationnelles, c'est qu'en fait, on va simplement regarder le lien entre 2 variables. Donc là, par exemple, je vous présente une recherche, on a voulu voir le lien, ou des auteurs, là, c'est pas la nôtre, nous on a fait la suite. Donc, des auteurs qui veulent voir le lien entre des scores de pleine conscience et ce qu'on appelle les sunk costs. Alors, je ne l'ai pas traduit parce que c'est difficile, je ne sais pas bien le traduire en français. En fait, c'est un concept qui mesure la tendance de personnes à persister dans un comportement qui n'est pas approprié. Voilà. Donc, je vous donne l'exemple ici. Donc, on demande à la personne, alors c'est de l'auto-reporté, on demande à la personne comment elle réagirait. Après un repas copieux dans un restaurant, vous commandez un gros dessert avec du chocolat et de la glace. Après quelques bouchées, vous n'avez plus faim et vous préférez ne plus manger. Seriez-vous plus susceptible de continuer de manger ou d'arrêter de manger? Voilà. Donc, la personne répond sur un score allant de 1 à 6. Plutôt susceptible de continuer de manger ou plutôt susceptible d'arrêter de manger. Si elle a un score élevé, parce qu'il y a plusieurs scénarios comme ça, la personne est plutôt dans un score élevé de sunk cost, c'est-à-dire qu'elle est dans une démarche de poursuite d'une action qui n'est pas forcément très cohérente avec une finalité voilà. Ouais, 5 minutes, super. Là, donc les auteurs, ce qu'ils ont pu observer dans les articles, c'est qu'en fait, les personnes qui avaient un score de pleine conscience élevé, les personnes qui sont plus en pleine conscience, ont des scores plus faibles de sunk cost. C'est-à-dire que plus on est dans la pleine conscience au quotidien, quand on a un score, moins on s'engage dans des sunk cost. Voilà. On a mis en place une étude expérimentale où on a voulu voir là, avec une démarche donc expérimentale, l'effet de l'état de pleine conscience sur les sunk costs. Donc ça avait été déjà fait aux États-Unis, donc on a voulu voir sur une population francophone. Française, francophone aussi, c'est l'occasion pour nous de tester des outils, de voir si on obtient les mêmes résultats, etc. Donc on a proposé une bande-son aux participants, donc ils avaient soit une bande-son de pleine conscience, soit une bande-son de pensée libre, comme j'ai présenté tout à l'heure. Ensuite, on mesurait l'état de pleine conscience. La perception de matière, c'est une erreur de diapo, elle n'était pas dans cette étude-là. État de pleine conscience, et après on voulait voir si ça avait un effet sur les sunk costs. Donc dans cette étude, alors je suis désolée, j'avance, non. Dans cette étude, on a effectivement vu que l'état de pleine conscience, les personnes dans le groupe assignées au groupe de pleine conscience, de méditation, avaient un état de pleine conscience plus important. Donc ça confirme que notre bande son, même si elle n'était pas longue, c'est des bandes son qui font moins de 10 minutes, et dans un contexte qui est quand même pas très, voilà, c'est d'une salle avec juste un casque, permet d'atteindre l'état de pleine conscience pour les participants, et ça permet aussi de voir que les outils qu'on a validés en français semblent valides, parce qu'en tout cas ils sont corrélés, ils prédisent
quand on est dans un état de pleine, on a fait la méditation de pleine conscience, on a un score plus élevé sur cette échelle. Donc ça nous atteste de la qualité de nos outils. Par contre, on n'a pas vu de lien, contrairement aux auteurs anglo-saxons, et on n'a pas vu, et puis aussi en Europe, il y a eu des études, on n'a pas vu de lien entre l'état de pleine conscience et les sunk costs. Voilà. Alors on a attribué ça, c'est à refaire. Donc peut-être que des fois on a des résultats qui sont divergents selon les cultures ou bien les participants. Nous, c'est des étudiants de psychologie, et on a remarqué surtout que leur score de sunk cost était vraiment très faible pour tous les participants par rapport à d'autres études. Donc il semble qu'il n'y avait pas de variabilité, qu'ils étaient vraiment très bas en sunk cost. Donc en fait, on n'a pas observé de lien. Donc là, c'est pour vous montrer une démarche expérimentale où on manipule la pleine conscience, alors que dans la diapositive d'avant, on était dans on mesurait juste l'état de pleine conscience. Voilà. Alors une autre méthodologie encore plus complexe, où là on avait plus de 250 participants, on a voulu voir si en fait le fait de faire réfléchir des participants à des valeurs, sur des valeurs importantes, des valeurs par exemple telles que l'amitié, la solidarité, etc., avait un effet sur l'état de pleine conscience. C'est-à-dire que si on réfléchit sur des valeurs, on allait après plus facilement être dans un état de pleine conscience. Donc les participants étaient assignés aléatoirement au fait de réfléchir sur des valeurs importantes et d'écrire un texte sur des valeurs versus une réflexion de contrôle, puis assignés aléatoirement à un état de méditation ou une assignation à une musique, enfin une bande-son de méditation versus une bande-son de pensée libre. Donc on avait 4 conditions qui permettaient d'avoir les 4 compositions, et on voulait voir s'il y avait un effet sur l'état de pleine conscience. Voilà. Et donc, on a pu voir que oui, enfin en tout cas, la méditation a un effet sur l'état de pleine conscience, ce qui est logique, hein, c'était juste un contrôle de notre efficacité, mais par contre, la réflexion sur les valeurs dans cette recherche n'a pas eu d'effet. Autrement dit, on n'a pas pu prouver, enfin on a voulu tester si en réfléchissant sur des valeurs, on arrivait mieux après à entrer dans une activité de méditation. Il s'avère que là, dans cette situation-là, ça n'a pas permis, et voilà. On a par ailleurs voulu voir s'il y avait un lien avec notre perception de matière. Et donc, ça n'a pas marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est l'étude que j'ai présentée tout à l'heure sur cette partie-là, parce qu'on a fait plusieurs études. Hein, et aussi, on voulait voir si l'état de pleine conscience était corrélé à la perception des matières. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ce qui a fonctionné, encore une fois, c'est que notre outil de pleine conscience, il répond de façon satisfaisante à l'induction de pleine conscience. Et ça montre aussi que les bandes son fonctionnent, même si elles sont courtes. Voilà. Donc, on va passer à la dernière étape, hein, qui est juste avant le questionnement. Je m'arrête là après. Donc, en fait, pour le codage des données, c'est assez typique. Hein, je pense à beaucoup de recherches scientifiques, que ce soit en biologie, etc. Donc, on code les données sur Excel, on les analyse en psychologie, enfin, dans notre laboratoire, on est quand même beaucoup sur des logiciels encore payants, SPSS, Statistica. Après, les logiciels gratuits, on va utiliser R. On a encore beaucoup de mal, hein, parce que voilà, parce que c'est pas l'essentiel de notre temps n'est pas les analyses, donc il ne faut pas oublier entre-temps. Les étudiants, on les fait utiliser Jamovic, un logiciel gratuit qui est assez facile d'utilisation. On fait des analyses de régression en grande partie, beaucoup d'analyses de régression. Et puis voilà, donc les compétences au niveau alors je fais un appel par rapport à la MSH, hein, les compétences sur lesquelles on est encore un petit peu, on a besoin de formation. Par exemple, c'est des analyses multiniveaux qui permettent de prendre en compte différentes informations telles que l'appartenance à une équipe, à une école, etc. dans nos analyses. Au niveau des stockages de données, donc en fait, on a la difficulté, c'est qu'on a des fois différents jeux de données à fusionner. Et voilà, donc on le fait manuellement, mais il y a des procédures automatiques qui permettraient certainement de progresser. Hein, donc c'est aussi un appel que je fais ici via la MSH dans le cadre de cette journée. On doit stocker les légendes de codage, et ça aussi, enfin, je pense que ça s'apprend. Hein, il y a des disciplines dans lesquelles c'est central, et chez nous c'est quelque part secondaire, mais c'est essentiel aussi. Donc, enfin, moi personnellement, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver dans ma façon, et de gérer ces fichiers avec des tonnes de données. Voilà, donc apparemment, on nous dit toujours qu'avec R, c'est plus simple, mais c'est pas toujours évident. Après, on a des multitudes de jeux de données. Donc, par exemple, par période, on va conduire 10 études par année. Donc, 10 études, ça fait 10 jeux de données, les stocker, avoir des fois plusieurs versions parce qu'on les sauvegarde, parce on s'est rendu compte qu'il manquait des données sur 3 participants. Donc, on a dû les rajouter. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le renomme de la même façon? Ou bien non, on a peur, donc on renomme avec une autre date. Bref, on se retrouve avec
avec des multitudes de versions d'un même jeu de données. Comment s'organiser avec ça? Et franchement, pour moi, c'est vraiment pas simple. Alors, la question aussi de rassembler des jeux de données entiers pour faire des méta-analyses, par exemple, comme il y a eu une présentation à la MSH sur ce thème. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué, enfin, en tout cas pour moi. L'autre difficulté, enfin, c'est l'archivage des syntaxes. Donc, l'idéal, ça serait de pouvoir garder ces syntaxes, par exemple, les calculs de score de pleine conscience. Il faut additionner l'item 1, 8, 9, 12, 14 ensemble. Et voilà. Et donc, plutôt que de refaire à chaque fois l'analyse, l'idéal, c'est de fonctionner avec des syntaxes qu'on garde. Alors, on essaie de le faire, mais après, c'est les stocker, les retrouver. Voilà. Donc, tout ça, c'est une organisation qui est franchement un deuxième métier pour nous. Refaire les analyses, donc c'est important de pouvoir les refaire et de retrouver ces analyses. Surtout que souvent, les reviewers, des fois, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après avoir fait la recherche, parce qu'on publie des fois des articles avec 4 études. Et donc, c'est 4 ans, enfin, longtemps après qu'on revient sur nos données, on peut passer de plusieurs journées entières à juste recomprendre ce qu'on a fait, etc. Et c'est vraiment assez anxiogène. Bon, l'archivage des résultats, c'est pareil. On fait des analyses et comment les stocker pour pouvoir y retourner. Voilà, y retourner. Et pourquoi le partage des données? Voilà, c'est ma dernière diapo, c'est parfait. Le partage des données, c'est l'ouverture, parce qu'en fait, en psychologie sociale, je sais que c'est d'actualité dans beaucoup de domaines. Pour nous, ça commence, on nous demande d'ouvrir nos données, etc. Mais c'est pareil, c'est pas simple, ça signifie de les coder, etc. Et voilà. Merci pour votre attention et je suis ouverte à toute remarque, conseil, etc. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très, très claire. Concernant les questions, moi, je rebondis rapidement sur une question que vous nous avez adressée à la MSH et à la plateforme. Comment essayer de stocker les données et toutes les questions de données. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. On est labellisé via Progedo, donc on a une multitude de propositions que peut vous faire dans ce sens. Donc, il y a pas mal d'espace pour pouvoir stocker les données. Et venez également nous voir en amont parce que justement, on peut vous conduire dans la rédaction d'un plan, d'un DMP, d'un plan pour vos données. Donc, en fait, on vous aide depuis le montage du questionnaire à la rédaction justement d'un livre ou d'un élément qui permet également la réutilisation du questionnaire, donc dans les principes FAIR en fait, jusqu'au stockage. Donc le stockage, il y a pas mal d'éléments où on pourrait vous accompagner, que ce soit à la MSH, mais également via la plateforme universitaire de données avec nos partenaires. Donc voilà, sur ces questions. Également sur les questions de traitement, n'hésitez pas. S'il y a des questions de formation à des logiciels, à des outils qui sont très demandés, n'hésitez pas, on peut, dans un premier temps, soit vous former directement parce qu'on s'y connaît dans la plupart des logiciels, ou bien quand c'est compliqué, qu'on n'a pas la compétence, on fait appel donc à un chercheur extérieur qui vient former les chercheurs et à réaliser des sections pour ce faire. Donc voilà mes suggestions pour cette présentation. Eh bien, parfait. Je passerai le message dans mon laboratoire. Et vu le temps qu'il y a, on a 4 minutes pour les questions. J'ai 3 questions qui ont circulé au fil de votre présentation. Il y avait une question à 10h08 où on essayait de comprendre, est-ce que vous réalisez en fait un questionnaire test avant d'administrer le questionnaire à la fin, même si après pour des questions de traduction. Donc, est-ce que vous administrez un questionnaire avant pour être sûr que la traduction à la langue française est très bien comprise ou... D'accord, donc c'est bien pour la langue française. Dans le cas de la langue française, on le fait passer simplement à vraiment, on va dire, en off à une vingtaine de personnes pour vérifier si la population similaire, s'ils comprennent, etc. On leur demande, on est disponible à côté d'eux pour reformuler, etc. Donc, on fait ça parce qu'effectivement, la traduction peut être non compréhensible par les participants. Donc, on fait ça. Et dans le cas où c'est un outil qu'on construit totalement, qui n'est pas anglophone à la base, on réunit des personnes variées. Par exemple, c'est un questionnaire en sport, on va demander à des entraîneurs, à des préparateurs mentaux, à des sportifs de répondre au questionnaire. Et après, on va le proposer à des échantillons pour qu'ils nous fassent des retours. Donc oui, on fait des pré-tests avant. Ok, super. Une autre question, c'était relative aux items. Donc la question, puisque vous parlez de moyenne d'items et tout ça, en retirant des items, donc
Le participant aimerait savoir, quand vous parlez d'items, il s'agit bien évidemment des questions à échelle. C'est bien ça? Oui, alors je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais ma compréhension de la différence de vocabulaire item questionnaire, enfin c'est ce que j'ai Oui, compris. Moi, en fait, oui. c'est simplement qu'un question, dans l'idée de question, il y a un point d'interrogation. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes stressé? Alors qu'en psychologie, souvent, on ne va pas demander est-ce que vous êtes stressé, on va dire je suis stressé. Je me sens stressée. La personne doit dire si elle est d'accord ou pas d'accord. Donc, ma compréhension du mot item, c'est qu'il permet d'être adapté pour toute forme de formulation, qu'elle ait un point d'interrogation ou non. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot item. Mais on pourrait dire question. On pourrait dire question. C'est pareil. OK. Une dernière question. C'était relative à votre coefficient le coefficient d'alpha de Combach. Il était égal à combien? Donc, c'était juste avant que vous abordiez à 10h36. Ouais. Il était Oui. 0,87 pour le score global de l'échelle. Si on prend les 23 items ensemble, il est à 0,87. Après, si on prend chaque sous-dimension, là, je l'ai pas sous les yeux, mais ils étaient bons. Enfin bon, ils étaient, oui, très satisfaisants. D'accord. OK, merci beaucoup. Voilà les 3 questions qu'on avait. Merci beaucoup avec plaisir. D'avoir participé justement à cette matinée et cette première présentation. S'il y a des questions, donc ce qu'on propose aux chercheurs, c'est qu'ils soient contactés après par les participants qui aimeraient reproduire des tests ou sur des problématiques différentes, des méthodes qu'ils ont pu présenter. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez pas mal de retours et je vous remercie encore pour votre présentation. Merci beaucoup, avec plaisir. J'ai pas mis mon adresse mail, mais avec le nom, prénom et le laboratoire, vous retrouvez l'adresse mail professionnelle. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne à tout à l'heure pour la suite des séminaires.